Voilà, et donc vous avez un couple exécutif d'une faiblesse incroyable. Sébastien Lecornu qui nous explique qu'il est conscient qu'il peut être renversé à n'importe quel moment. Donc, je résume, on a un président qui est ailleurs, on a un Premier ministre qui est nulle part, et vous avez un couple exécutif qui essaie, bon an, mal an, de continuer à conduire le pays. C'est impossible, on va dans le mur. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau grand entretien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Éric Revel, journaliste et auteur de l'ouvrage « C'est Mozart qu'on assassine, le fiasco de la décennie Macron ». Bonjour Éric Revel. Bonjour Joséphine, merci beaucoup de votre accueil. Je vous en prie. Et pour commencer, pourquoi ce titre d'ouvrage? Si vous voulez, vous savez que depuis qu'il a accédé au pouvoir, beaucoup de gens le comparent ou le comparaient au Mozart de la finance. D'ailleurs, sa femme, Brigitte, dans un entretien, je crois que c'était à Paris Match en 2018, avait expliqué en gros, je ne caricature pas, que quand elle écoutait son mari travailler, que quand elle l'entendait réfléchir, elle avait l'impression d'avoir devant elle Mozart. Voilà. Donc c'est à la fois évidemment tous les fiascos du Mozart de la finance, du Mozart de la diplomatie, du Mozart du social, mais c'est aussi une autre entrée, parce que ce que vous ne savez peut-être pas, Joséphine, c'est que c'est Mozart qu'on assassine, c'est une formule qui est passée dans le langage courant, qui a été popularisée par un titre de Gilbert Cesbron, puis d'Antoine de Saint-Exupéry qui l'a repris. En fait, c'est Mozart qu'on assassine, ça veut dire que chez chaque enfant, il y a un petit Mozart qui sommeillerait, mais que les hasards de la vie, les obstacles de la vie politique font que son potentiel se révèle plus ou moins bien. Le moins qu'on puisse dire, c'est que notre Mozart de la finance a bien mal révélé le sien. Alors, autre question, vous présentez votre ouvrage comme un pamphlet documenté qui analyse la décennie d'Emmanuel Macron. Et du coup, comment avez-vous choisi les fiascos et comment avez-vous organisé cet ouvrage ? En fait, je pense que sur la forme et sur le fond, il y a pas mal de révélations dans le livre, mais en fait, l'idée était très simple, c'est qu'il fallait trouver à l'ivresse du contenant un flacon joli et intéressant. Et le flacon de ce livre, la trame, sont des chapitres avec une ribambelle de fiascos d'Emmanuel Macron, mais qui portent à chaque fois le titre d'une œuvre, d'un opéra, d'un concerto célèbre de Wolfgang Amadeus Mozart. J'ai voulu joindre l'utile à l'agréable ou le sérieux au comique, parce que le style littéraire du pamphlet qui a existé dans notre pays vers le XVIIe siècle, c'est d'être caustique, c'est d'être drôle et documenté. Donc en fait, je me suis dit, puisqu'on l'appelait le Mozart de la finance, bien qu'il nous ait fait 3 400 milliards d'euros de dette, des déficits, en veux-tu, en voilà, en fait, ce qui est marrant aussi, c'est de le rapprocher du Mozart Wolfgang Amadeus, qui lui a révélé son génie et son potentiel, puisqu'il a écrit des pièces qui sont restées évidemment dans la mémoire collective, le Requiem. Alors le Requiem pour Macron, ça va très bien. La flûte enchantée, ça va très bien. Vous voyez, ça peut devenir ou la flûte désenchantée, ou le pipeau enchanté, la Clémence de Titus, cet empereur que met en scène Mozart et qui voulait être bienveillant, compris de son peuple, ça va très bien. La symphonie numéro 40. Voilà, en fait, chaque tête de chapitre de ce livre, qui détaille, qui revient, qui analyse les fiascos de Macron, sont précédés d'un titre, d'une œuvre, d'un opéra, du grand Wolfgang Amadeus Mozart. Alors, on va parler d'économie. Et donc, quelles sont selon vous les pires erreurs économiques des 2 mandats d'Emmanuel Macron ? Si vous voulez, d'abord, c'est de nous avoir fait croire qu'avec lui, en 2017, on l'a déjà oublié, un nouveau monde allait naître sous nos yeux, que le « en même temps » politique, c'était le concept qui allait prendre le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite, Yaveka, Faucon, et qu'avec ce concept-là, ça y est, on était sorti de tous les blocages politiques français, qu'on allait basculer dans la Startup Nations, que demain serait une vie fascinante et nouvelle pour ce pays. En fait, il a placé la barre tellement haute, notamment en économie, que la chute est vertigineuse. Alors, ses principaux échecs, ils parlent d'eux-mêmes.
Vous avez un déficit en gros global de 150-160 milliards par an. Vous avez une dette accumulée, même s'il a fallu financer le Covid, de 3 400 milliards. Vous avez un déficit commercial. Vous avez ce qu'on appelle le service de la dette, c'est-à-dire les agios que la France doit payer pour financer sa dette chaque année, qui seront bientôt supérieurs, juste les agios de la dette, à l'intégralité du budget de l'éducation nationale, c'est-à-dire entre 60 et 70 milliards d'euros qu'on balance par les fenêtres chaque année parce qu'il faut payer les agios de notre dette, ce qu'on appelle le service de la dette. Donc voilà, la coupe est donc pleine, et le Mozart de la finance s'est révélé un piètre redresseur en France. Voilà, là, on parle beaucoup d'industrialisation. Il a beaucoup communiqué, le président de la République, sur Choose France, qui est ce grand mouvement de patrons étrangers qui venaient investir en France. Et en fait, aujourd'hui, quand vous regardez le pourcentage de l'industrie contributive au PIB français, c'est en dessous du niveau de la Grèce. Alors, j'ai rien contre la Grèce, mais disons que la Grèce, on l'imagine plutôt comme une destination touristique, pas comme un pays industrialisé, qu'il n'est pas. Mais nous, on est en dessous du niveau d'industrialisation de la Grèce. Donc voilà, on est dans cette situation. Et là, ce que je regrette, mais qui est le bilan d'Emmanuel Macron en matière d'économie ou d'industrie. Et maintenant, on va parler d'un autre fiasco, c'est le social et l'immigration. Vous avez évoqué le creusement des inégalités, des chantiers sans réponse en matière de sécurité et d'immigration. Pourquoi pensez-vous que ces sujets n'ont pas été traités comme ils auraient dû l'être par le président de la République? Alors d'abord sur la question sociale, vous avez raison, le Mozart du social est aussi en échec puisqu'on a en gros 9 millions de pauvres dans ce pays. Bon, voilà, ça s'est accru sous Emmanuel Macron. Il n'a pas créé 9 millions de pauvres. Mais lui qui rêvait d'un pays, c'était un de ses slogans de sa première campagne, sans SDF, on a 200 personnes qui sont mortes dans la rue l'année dernière, en France. Donc vous avez un échec sur le social, il y a plus de pauvres qu'il y en avait avant. Et puis ces questions régaliennes, je pense, de sécurité et d'immigration, ne l'intéressent pas. Parce que je pense qu'Emmanuel Macron est un mondialiste, en réalité. C'est-à-dire qu'il n'a souvent parlé, d'ailleurs, que de souveraineté européenne. Il n'a jamais parlé vraiment de souveraineté française. Donc déjà, il a, je pense, dans sa culture, il a dilué la nation dans un rêve européiste. Et ce rêve européiste se double d'un rêve mondialiste, en réalité. Alors, est-ce que l'avenir lui donnera raison? J'en sais rien. En tout cas, le présent lui donne totalement tort. Parce que la question migratoire est une question centrale. Parce que la question de la sécurité est une question centrale pour les Français, même s'il y a la question des pouvoirs d'achat, etc. Mais ce sont des questions centrales qu'il n'a pas voulu traiter, je pense, par culture personnelle. Vous voyez, quand je l'entends dire que les réseaux sociaux, ce serait la tanière à peine masquée de ce qu'il appelle l'extrême droite, mais que n'a-t-il communiqué, lui, sur les réseaux sociaux pendant des mois, pendant des semaines, jusqu'à répondre à un TikToker qui l'interpellait parce qu'il n'arrivait pas, ce TikToker, qui d'ailleurs s'est avéré être un drôle de type, mais il n'arrivait pas à payer avec son smartphone à un péage d'autoroute. Oui. Le président de la République lui avait répondu par vidéo. Alors, d'abord, je mesure le grotesque de la situation. Vous voyez, est-ce qu'on imagine le général de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac, enfin qui vous voulez, répondre, bon, les réseaux sociaux n'existaient pas, mais répondre directement à un problème comme celui-ci. En fait, Emmanuel Macron se mêle de tout, de tout, de tout. Il est ministre de tout, il est expert de tout, il est plus calé que les experts sur tout. Vous voyez, il va jusqu'à annoncer, je me souviens très bien dans une interview, là aussi, qu'il faut créer une filière de pompe à chaleur en France. Le président de la République. On parle du président de la République. On ne parle pas du sous-secrétaire d'État à l'industrie. Vous voyez, on parle du président de la République. Donc voilà, c'est des questions qui n'intéressent pas, je pense, sur le régalien, et qui sont devenues des questions centrales, et dans la vie politique française, et dans le quotidien des Français. Ces questions migratoires doivent être mises sans tabou sur la table. Il faut en discuter tranquillement, peut-être sous forme de référendum, ce qu'il n'a jamais eu le courage de faire. Et la question sécuritaire aussi. Il faut la traiter. Sinon, il ne faudra pas s'étonner de ce qui peut arriver en 2027. Voilà, il ne faudra pas s'étonner. Ça me semble être le sens de l'histoire. Mais il a sous-traité, pour ne pas dire, il n'a pas traité ces questions régaliennes. Voilà, personne ne lui dira sans doute jamais de cette façon-là, mais
comment est-ce qu'on peut admettre que lui qui nous promettait une révolution, c'était le titre de son livre pour sa campagne électorale de 2017, lui qui nous promettait un monde nouveau, c'était ses termes, s'inspirant de la philosophie de Paul Ricoeur, bon, rocardien à l'époque, Paul Ricoeur, d'inspiration rocardienne, il est autant échoué qu'il ait créé autant de misère dans ce pays. Bah c'est ça le bilan, les fiascos du Mozart de la finance, du Mozart de la diplomatie, du Mozart du social, voilà. Bon, alors on va revenir ensuite sur le Mozart de la diplomatie, mais avant, est-ce que vous pensez qu'il y a espoir qu'il puisse essayer de résoudre ces questions avant la fin de son mandat? Non, c'est fini, c'est terminé. C'est terminé. Ça ne l'intéresse pas? Ah, mais c'est pas que ça. J'ai essayé de vous expliquer que ça ne l'a pas intéressé, mais même s'il voulait prendre à bras-le-corps ces questions-là, c'est terminé. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'a plus aucune prise sur la vie politique française. Depuis la dissolution de juin 2024, pardonnez-moi, mais l'intégralité de la vie politique française est bousculée dramatiquement. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune possibilité de trouver, par exemple, un accord sur un budget à l'Assemblée nationale. Vous savez, c'est la cour du roi Péto, c'est la pétaudière, voilà, l'expression vient de là. C'est-à-dire que chaque député se sent obligé, en cas de dissolution, de faire plaisir à son électorat, donc avoir un amendement le plus stupide possible. Il y a cette catégorie-là. Et puis il y a une autre catégorie, c'est la taxation tous azimuts. En fait, on ne sait même plus où on en est. On ne comprend plus rien de ce qui se passe, des amendements qui vont être retenus ou pas. Alors, il y aura une commission mixte paritaire après que le Sénat ait donné son avis, etc. Mais vous voyez, je vais vous donner un exemple pour vous montrer qu'il n'a plus aucune prise sur rien. C'est que Sébastien Lecornu, 2, parce que peut-être qu'il y aura un troisième, hein, c'est toujours le même, hein, je vous rassure, c'est toujours le même personnage. Il y a 1, 2. Alors lui, il annonce par exemple qu'il va dégeler le niveau des retraites et des prestations sociales. Alors, bon, pour ceux qui en bénéficient, bon, même si on n'a plus les moyens, mais bon, parce que les retraites coûtent beaucoup d'argent dans ce pays. Les prestations sociales aussi. Mais admettons, mais on nous avait expliqué qu'une année blanche, en gelant l'augmentation indicielle des retraites ou des prestations sociales, on l'année économisé 6-7 milliards d'euros. Et donc ça veut dire que là, déjà, le Premier ministre nous annonce qu'il y a un nouveau trou de 6 à 7 milliards d'euros. Ben oui, s'il suspend la hausse indicielle des retraites ou des prestations sociales. Donc en fait, tout part comme ça. Le président de la République, il est ailleurs. Il est sans arrêt en voyage. Là, il part en Amérique du Sud. Là, j'ai vu, il part en Amérique du Sud. Il reste pas une demi-journée en France. Bon, voilà, c'est lui qui a foutu, pardonnez-moi l'expression, le bordel. Et en fait, il taille la route. Il est le plus souvent absent. Voilà. Et donc, vous avez un couple exécutif d'une faiblesse incroyable. Sébastien Lecornu qui nous explique qu'il est conscient qu'il peut être renversé à n'importe quel moment. Donc, je résume, on a un président qui est ailleurs. On a un Premier ministre qui est nulle part, et vous avez un couple exécutif qui essaie, bien bon an, mal an, de continuer à conduire le pays. C'est impossible, on va dans le mur. Finalement, on est dans une situation proche de celle de la 4e République, c'est-à-dire des gouvernements qui sont renversés, qui se succèdent, avec, mais pour l'instant on n'a pas le personnage, au tempora mores, avec une situation budgétaire en 1958, quand De Gaulle revient au pouvoir, qui est à peu près la même. C'est-à-dire des finances qui sont exsangues, des réformes courageuses qu'il va falloir mener. Voilà, politiquement et financièrement, on est à peu près dans le même sillage. Maintenant, qui pour relever le gant, qui pour incarner un personnage aussi historique que celui-là, j'ai pas la réponse, ma chère Joséphine. Eh ben, on va revenir au Mozart de la diplomatie. Quelles ont été, selon vous, les pires défaillances diplomatiques du mandat d'Emmanuel Macron? Écoutez, là aussi, je dois considérer que l'impact de la France à l'étranger ne cesse de se dégrader, quel que soit le continent vers lequel vous vous tourniez. Je pourrais évidemment parler de la façon sans gloire dont nous sommes en train de quitter l'Afrique. Bon, alors il y a eu un sommet pour la paix avec de nouvelles dotations pour les pays du Grand Lac, dont le Congo, des Grands Lacs. Bon, mais en fait, je pense que le poids de la France à l'étranger s'est considérablement allégé avec Emmanuel Macron. Alors que là aussi, on pouvait placer des espoirs.
aux États-Unis aussi, au Moyen-Orient où la France était extrêmement faible, bon, on n'a pas, c'est le moins qu'on puisse dire, on n'a pas relevé le gant. Donc en réalité, tout ça fait que l'image de la France s'est dégradée, qu'on n'est pas vraiment pris au sérieux, plus vraiment pris au sérieux, et que parfois on a même donné le sentiment, et je le regrette, que le président de la République française était moqué à l'étranger par Donald Trump, par certains dirigeants africains. Donc tout ça, évidemment, m'atterre beaucoup, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la personnalité, le nom de la personne qui incarne la fonction, c'est la fonction elle-même. Or, moins qu'on puisse dire, c'est que cette fonction a accéléré son affaissement sous Emmanuel Macron. Et alors, moi, j'ai une théorie que je développe dans le livre, c'est Mozart qu'on assassine, c'est que, en fait, vous voyez, j'ai connu beaucoup de présidents de la République, de gauche, de droite, ceux qu'on disait de gauche, mais en fait qui étaient de droite, ceux qu'on disait de droite, mais en fait qui étaient de gauche. Bon, voilà. Vous voyez, je pense que François Mitterrand était plus à droite dans sa conception culturelle du pouvoir que Jacques Chirac, qui était plutôt un radical socialiste. Bon. Mais au moins, jusqu'à récemment, quand on devient chef de l'État, en fait, sa personnalité passe au second plan et on développe l'image de l'incarnation du pouvoir. Vous savez, c'est la fameuse théorie des deux corps du roi. Bon. Emmanuel Macron, à cause de son hubris personnel, il est expert de tout, il sait tout mieux que tout le monde, en fait, il a effacé la fonction présidentielle au profit de sa personnalité. C'est-à-dire, quand on le voit s'exprimer, même dans des émissions, quand on le voit, on n'a pas l'impression qu'on a un chef de l'État devant soi. On a l'impression qu'on a, et ça c'est très visible, c'est pour ça que je commence par son requiem dans le livre, par cette émission de 3 heures à TF1, où là ça m'est apparu au grand jour. C'est-à-dire que pendant 3 heures, il s'est fait quasiment balader. Il s'est fait, on lui a parlé comme, à ma connaissance, même si j'ai une vision un peu conservatrice de la fonction sans doute, mais personne ne parle comme ça à un chef de l'État. Eh bien si, lui, on lui a parlé comme ça. Et là je me suis dit, mais en fait, la fonction de président de la République a disparu. Il est, ce jour-là, dans cette émission de 3 heures sur TF1, une sorte de commentateur de son bilan, mais pas avec le recul nécessaire. Il est acculé dans les cordes par les gens qu'il interviewait ce jour-là. Vous savez, le pouvoir, ou l'autorité, je dirais. Oui, l'autorité est un mystère, et le mystère est une distance. Chez Emmanuel Macron, il n'y a pas d'autorité parce qu'il n'y a pas de distance. Voilà. Et ça, en fait, je pense que ses collègues, ses intervenants, voilà, quand un Donald Trump se permet de lui enlever les pellicules qu'il a sur sa veste, comme lors du premier voyage, etc. Mais est-ce qu'on imagine, pour reprendre une phrase célèbre de François Fillon parlant d'un autre président de la République, est-ce qu'on imagine Jacques Chirac se faisant enlever les pellicules par un président américain sur sa veste? Non. Est-ce qu'on imagine Nicolas Sarkozy, même François Hollande? Non. Donc il s'est passé quelque chose. Et très symboliquement, vous savez, j'en parle également dans le livre, c'est que Jacques Chirac, vous étiez trop jeune, Georges-Joséphine, mais Jacques Chirac s'était fait cracher dessus lors d'une campagne électorale. Je crois que c'était après son premier septennat, puisqu'ensuite il fera un quinquennat, puisque c'est lui qui change la durée du mandat du président de la République. Il s'était fait cracher dessus, et déjà c'est une offense forte. Mais vous voyez, c'est à distance. On ne touche pas le corps du roi directement. Voilà. Nicolas Sarkozy s'était fait prendre par la manche et violemment extirpé. Là, on se rapproche du corps du roi. Et Emmanuel Macron s'est fait gifler. On touche le corps du roi. Eh bien, dans cette longue dégradation du statut de la fonction présidentielle, vous avez, via des symboles, mais qui me semblent très éclairants, vous avez l'affaiblissement de la fonction présidentielle jusqu'à toucher le corps du roi. Voilà. Jusqu'à toucher ce qu'on appelle le deuxième corps du roi. Je ne compare pas le président de la République, bien qu'on soit dans une sorte de monarchie républicaine, au roi tel qu'il était voilà, baptisé par les Saints-Sacrements, etc. Mais voilà. Et donc ça, Emmanuel Macron, il en est le réceptacle. Il en est le réceptacle, désolé. Mais lui, il se fait gifler. Voilà, c'est... Bon. Je ne sais pas si c'est éclairant, mon exemple. C'est très clair. Bon.
C'est très clair. Et est-ce que depuis le début de la Ve République, on peut aujourd'hui dire qu'on est au plus bas de notre rayonnement diplomatique? On peut toujours descendre plus bas. C'est comme dans les sondages. Vous voyez, aujourd'hui, le président de la République est à 11%. Qui l'eût cru, l'eût-tu cru, comme on disait dans la publicité. Mais vous vous rendez compte, 11%, c'est-à-dire qu'il a encore 1 an et demi à tirer. Et à ce rythme-là, il va se retrouver quoi, à 8%, à 7%? Mais la question de la légitimité se pose, même s'il a été évidemment réélu en 2022. Mais s'il tombe à une cote de popularité aussi faible, plus faible que celle de François Hollande, le président normal, vous savez, l'homme au croissant rue du Cirque, comment est-ce qu'il peut continuer voilà, si le budget ne passe pas à l'Assemblée nationale, si une censure est de nouveau appliquée à l'un des premiers ministres qu'il a nommé, comment le pays va pouvoir pendant 1 an et demi rester encore dans cette situation d'apesanteur où les Français sont affolés et inquiets, ils épargnent, où les entreprises sont au bord de la crise d'angoisse, où les investisseurs étrangers commencent à regarder la France plus que de travers. On ne peut pas rester comme ça extrêmement longtemps. Donc, est-ce qu'on peut descendre plus bas? Je n'en sais rien. Quelle conclusion le président de la République doit-il en tirer? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors, démissionner à blanc, c'est toujours un sujet, parce que, évidemment, ses successeurs, avec un E ou sans E, seraient marqués d'une sorte d'infamie. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on contesterait un président, on pousserait à sa démission. Bon. Mais politiquement, je pense qu'on ne s'est jamais trouvé dans une telle situation, sauf peut-être au moment de la 4e, voilà. Donc on est sur une corde raide, les marchés financiers nous regardent de travers, le peuple souvent est au bord d'une colère rentrée, mais qui peut s'exprimer y compris dans la rue. Les investisseurs étrangers nous regardent de travers, on n'est plus pris au sérieux. Donc on a quand même un vrai sujet global. C'est pas être pessimiste que de le dire, c'est être lucide et réaliste. Voilà. Alors je vais revenir sur l'expression « en même temps ». Oui. Dont vous avez parlé au début de cet entretien. Absolument. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi est-ce tant une catastrophe que ça? Écoutez, j'ai rappelé la genèse tout à l'heure de lui en même temps, c'était de prendre le meilleur à droite et le meilleur à gauche, c'était ça un peu son idée. Et que grâce à ça, à ce concept innovant d'un Emmanuel Macron qui n'avait jamais fait de politique de sa vie quand même, vous voyez, c'est-à-dire qu'il avait trouvé la pierre philosophale pour transformer les obstacles politiques français en long fleuve tranquille, lui qui n'avait aucune expérience politique, ce qui aurait dû nous alerter. Bon. Mais lui, en même temps, c'était de prendre le meilleur à gauche et le meilleur à droite. Bon, on peut se dire, tiens, oui, bon. Mais moi, je regarde le résultat. À quoi on aboutit aujourd'hui? On aboutit à une fracture politique, à une émergence de ce qu'on appelle des radicalités politiques qui n'ont jamais été aussi puissantes dans le pays. C'est ça quand même à quoi nous a poussé le en même temps. Il a fait croître notamment à l'extrême gauche des gens absolument hallucinants, pardonnez-moi. Cette radicalité-là qui s'exprime via les sorties dingues des députés et des fistes, c'est le résultat indirect du en même temps. La puissance du RN, qui était en progression constante, c'est aussi le résultat de cette radicalité, puisque les Français voient une chose très simple, c'est qu'on leur a vendu des élites pendant des années. On leur a dit, chers amis, nous avons les spécialistes les mieux formés, nous avons les hauts fonctionnaires les mieux formés. Ils ont tous fait l'ENA, en oubliant qu'ils pensent tous la même chose et qu'ils appliquent toutes les mêmes méthodes. On avait des élites. Le résultat, c'est lequel? C'est le résultat qu'on voit aujourd'hui. Macron fait partie de ces élites. Les gens qui ont dirigé le pays ou qui conseillent les princes et les ministres font partie des élites, pour le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Donc les gens se sont dit, le en même temps échoue, lamentablement, donc vous ne croyez pas au programme économique du RN, vous ne croyez pas évidemment au programme de folie de LFI, mais est-ce que ça peut être pire? Puisque les élites nous ont conduits dans une situation terrifiante. Bon, voilà le raisonnement, à mon avis, ce qui drive les gens aujourd'hui. Donc, pardonnez-moi, mais en même temps, le résultat politique, c'est
un résultat catastrophique. Il faut continuer à avoir des oppositions dans ce pays, je le pense vraiment, 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 vraiment. Et il faut traiter les sujets qui intéressent les Français, notamment les sujets que vous souleviez tout à l'heure, ceux de la sécurité et de la question migratoire. C'est une évidence. Sans oublier évidemment le pouvoir d'achat, sans oublier comment finance-t-on les services publics. Les Français, ils peuvent payer des impôts, mais ils veulent savoir où passe leur fric. Ils veulent savoir pourquoi l'hôpital public est plus capable de se financer. Ils veulent savoir pourquoi les services psychiatriques se sont effondrés dans ce pays. Ils veulent savoir pourquoi il n'y a plus de psychologues dans les écoles. Ils veulent savoir pourquoi nos professeurs sont aussi mal formés et que la profession n'attire plus personne. Où on prend des gens à 4, 5 sur 20 dans les CAPES ou dans les agrégations. Voilà. On paye des impôts, mais notre argent, il passe où? On est le pays qui est le plus taxé et qui est quasiment le pire pays de la zone euro, avec les fameux critères de Maastricht, si vous mettez déficit PIB ou dette sur PIB. On est le plus mauvais élève et on paye les plus d'impôts. Non, ça ne va pas, le système ne peut pas continuer. Et est-ce que vous voyez des idées pour le redressement de la France dans l'avenir? Ah ben, je vais vous dire, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Au bout d'un moment, vous ne pouvez pas presser une orange qui n'a plus de jus. Bon, alors, vous pouvez faire fuir les petites oranges qui ont encore un peu de jus à l'étranger. Bon, ouais, c'est ce que voudrait peut-être faire LFI, voire même le RN, hein, qui s'associe à des taxes qui me semblent... bon. Mais l'autre solution, bah, c'est de réformer la dépense publique. Pardonnez-moi, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas 36 solutions. Tous les pays l'ont fait. Le Portugal, l'Espagne, l'Italie. Vous savez, c'est ces pays qu'on appelait les pays du Club Med avec beaucoup de mépris. On disait « Ah, ces pauvres pays du sud de l'Europe, budgétairement, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas, ils ne comprennent pas, ils sont corrompus. » Oui, bah, aujourd'hui, ces pays-là nous donnent des leçons budgétaires, en fait. Le Portugal est en excédent budgétaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En excédent budgétaire. Ça a été difficile, mais ils sont passés par des réformes. Alors, je ne parlerai même pas de l'Argentine, qui est tellement challengée, mais c'est intéressant ce qui se passe avec Javier Milei. C'est intéressant. Vous savez, moi, je crois les chiffres de l'INSEE en France. Donc, il n'y a pas de raison que je ne crois pas les chiffres de l'Institut national de la statistique argentine. Bon, bah, ils disent que les dépenses publiques ont été raccourcies de 30%. Que le taux de pauvreté est encore très important, on parle de 32%, mais qu'il a baissé de 5 à 6 points. Que, évidemment, si la victoire électorale de Milei, dont la plupart des médias de gauche avaient expliqué qu'il allait se faire ratiboiser, piétiner, que les populistes Milei, l'homme à la tronçonneuse, c'était fini, il a été réélu avec son parti avec 41% des voix. Alors oui, il y a le fait que Donald Trump a annoncé que si Milei l'emportait, il subventionnerait l'économie argentine à hauteur de 40 milliards de dollars. C'est vrai. Mais on ne peut pas non plus en vouloir à Donald Trump d'encourager les réformes économiques, puisque lui, il essaie de les porter dans son propre pays. À l'époque, avec Musk, il essaie de couper la dépense publique. Bon, ben voilà, donc, si vous voulez, si on ne s'attaque pas aux dépenses publiques, rapport de la Cour des comptes, ce matin, la sécurité sociale est en déficit de 22 à 23 milliards d'euros cette année. Sa dette de mémoire est de 180 milliards d'euros. Donc, en fait, Pierre Moscovici, qui est encore le premier président de la Cour des comptes, dit « Attention, les finances de la sécurité sociale sont hors de contrôle. » Je crois que ce sont ces termes. Hors de contrôle. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français, ou bien vous aurez quelqu'un qui aura le courage politique de prendre à bras-le-corps ces réformes de la dépense publique, ou bien... Et je pense plutôt à cette deuxième solution. Malheureusement, personne n'aura le courage. Et nous irons dans le mur, notamment sur la question de la sécurité sociale. Et quand vous ou moi, nous recevrons de la part de la sécurité sociale un petit mot en disant « Chère Joséphine, pour l'instant, je ne peux pas vous rembourser la feuille de soins que vous m'avez envoyée. D'ici 2 mois, nous espérons avoir de l'argent. » Eh bien là, les Français prendront conscience que le système s'est effondré. Alors, je ne le souhaite pas, mais si on n'a pas quelqu'un qui a du courage politique pour réformer la dépense publique, ben, il faudra peut-être qu'on prenne le mur de plein fouet pour s'apercevoir qu'on ne peut plus financer des soins, l'AME, il faut réformer l'AME et en faire une AMU, une aide médicale d'urgence pour les gens qui sont en situation irrégulière dans ce pays. Il faut réformer les prestations sociales, je suis désolé. Il faut réformer sans doute l'augmentation des retraites. Je suis désolé. Si on ne fait pas ça, bah, on prendra le mur
Et là, du jour au lendemain, peut-être que les Français, alors là, descendront dans la rue, manifesteront pour ce qu'ils croient être, pour ce qu'ils pensent être des acquis qui ne doivent pas tomber, mais qu'on ne pourra plus financer. Donc à partir de ce moment-là, il faudra forcément que le pays réagisse et qu'un homme, une femme politique prenne à bras-le-corps ces sujets. Alors pour terminer cet entretien, je vais rappeler la sortie de votre ouvrage « C'est Mozart qu'on assassine, les fiascos de la décennie Macron ». Quelle réaction attendez-vous de la part de vos lecteurs et plus largement dans le débat public ? Écoutez, j'en ai pas mal de réactions. D'abord, les gens sont très interpellés par le titre, parce que évidemment c'est un pamphlet, donc c'est documenté, c'est factuel, avec un certain nombre de révélations, et pas que sur la façon dont Emmanuel Macron a exercé son pouvoir, mais aussi sur certains hommes politiques comme Mélenchon, mais vous verrez, c'est assez bien expliqué dans le livre. Les réactions, j'en ai déjà pas mal. Alors, comme il ne reste plus beaucoup de macronistes, vous voyez, vaillants, les macronistes vaillants, même Édouard Philippe, vous voyez, qui doit tout à Emmanuel Macron, explique que il serait plus digne qu'il s'en aille. Ça veut dire que s'il reste, c'est une périphrase, Macron est indigne de la part de son Premier ministre, à qui politiquement il doit tout. Donc en fait, il n'y a plus beaucoup de monde sur le navire macroniste. Donc j'ai pas vraiment de réaction négative des macronistes qui rendent les armes, qui sont obligés de dire que leur champion est tombé par terre, voilà, qu'il n'a pas su relever la couleur de sa dame et que sa lance de chevalier est émoussée. Bon. Après, les lecteurs me disent que, alors, vous savez, qui adhèrent complètement, vous verrez les conclusions du livre, d'autres qui me disent qu'il y a d'autres chemins possibles. Moi, vous savez, je pense que le pire n'est jamais certain, mais il arrive parfois. Et je pense encore une fois que si on n'a pas dans cette classe politique une révélation, quelqu'un qui fait montre de courage, alors on se prendra le mur. Et que les conséquences peuvent être très puissantes, y compris pour la stabilité du pays. C'est ce que je sens. Bon, maintenant, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Je sais que le livre vous a plu. Donc ça, j'en suis content. Mais pour l'instant, écoutez, tout marche très bien. J'ai beaucoup de dédicaces en province et ailleurs. Et puis évidemment, je vous remercie de m'avoir accueilli dans le grand entretien d'Omerta. Ça me fait très plaisir. Voilà, et je suis un vieux compagnon de route, quand nous étions plus jeunes, de Régis Le Sommier. C'était avec joie, en tout cas. Merci beaucoup, Éric Revel. Et merci à tous d'avoir regardé cette émission. Et je vous dis à très bientôt.